pourrais pas dire c'était là ou là, mais je les vois encore ici. Là. Une photo avec... je me rappelle pas tout le temps des noms. Marcel, puis Gilles. Les autres, ils se tenaient plus en haut. C'était comme, moi, j'appelais ça l'administration. Au deuxième, c'était le secrétariat. Les filles avec les dactylos en bas. Mon nom, c'est Cathy Paradis. Moi, j'étais photographe professionnel sur le projet des fouilles archéologiques situé à côté du moulin à vin de Grondines. Bon, le projet de fouilles archéologiques, c'est parti d'une opportunité qui s'est présentée avec le gouvernement fédéral à l'époque. C'était les projets qu'on appelait Perspective Jeunesse. C'est un projet qui permettait à différentes organisations de présenter des projets pour engager des étudiants pour les faire travailler durant l'été. Ça s'est fait avec Pierre Wood, à l'époque, qui était professeur à l'Université d'Ottawa. Et comme il habitait voisin de chez moi, c'est lui qui est arrivé avec cette opportunité-là. Et c'est là qu'on se demandait, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour engager des étudiants à Grondines? Ça fait qu'on savait qu'il y avait ici l'ancien village, on savait qu'il y avait des vestiges, l'ancienne église, le presbytère, et puis d'autres maisons un peu partout. Au fil des discussions, l'idée est venue de faire des fouilles archéologiques pour essayer d'explorer qu'est-ce qu'il pouvait avoir dans ces vestiges-là de l'ancien village de Grondines, qui, comme on le sait bien, est quand même ici depuis 1634, là, grosso modo. Ce qui fait que, bon, il y a de l'histoire là, qui était à découvrir. Ça fait qu'on a présenté ce projet-là, on a eu une réponse affirmative, et là, on a eu la subvention. Il y avait un montant quand même appréciable. Finalement, là, on était prêt avec le problème, il fallait engager du monde. C'est là que le projet a pris son virage communautaire. Tu sais, il y avait beaucoup de jeunes à ce moment-là, il y avait à Grondines, plus qu'aujourd'hui. Là. Mais puis, on s'est dit qu'il faudrait engager le plus de jeunes possible, d'étudiants possibles. Ça fait qu'on s'était donné certains critères. Ça fait qu'avec l'argent qu'on avait, on pouvait engager un certain nombre, mais à un moment donné, à force d'en parler, puis en parler avec des prospects parmi les étudiants, tout le monde, à ce moment-là, a accepté de baisser le salaire qu'il pouvait recevoir pour qu'on puisse engager plus de monde. Ça fait que finalement, c'est une trentaine de personnes qui ont été comme embauchées pour faire les fouilles archéologiques et pour aussi s'occuper de la question des archives, d'aller chercher les archives, les photocopier, les classer de façon là, qu'on puisse en faire un cahier qui retracerait toutes ces archives-là. Je m'appelle Marcel Perron. J'ai participé au projet Perspective Jeunesse en 71. Je n'étais pas directement relié aux fouilles. On travaillait plutôt ici, au troisième, aux archives. Et on a passé un été formidable au troisième avec une équipe formidable. La population, par rapport au projet, par rapport aux archives, au début, c'était assez tiède. Là. Les papiers rentraient pas trop vite. Là. Mais il ne faut pas oublier que les jeunes, là, les archéologues en herbe, là, ils étaient quand même assez nombreux. Ils retournaient dans leur famille, puis ils parlaient de ça. Là. Ils parlaient des fouilles. Ça fait que là, le projet, comme les gens ils ont dit, hey, c'est sérieux. Ça, ce projet-là, ça roule. Puis, et là, à un moment donné, les documents ont commencé à entrer. Puis les gens, je me souviens, là, tu sais, ils nous donnaient ça, puis ils nous disaient, là, faites attention, là, tu sais. Les gens fouillaient dans leurs vieux papiers, ils ressortaient ça, et puis nous donnaient ça. Nous, on allait, durant la soirée, on allait photocopier ça chez Guilbeault Transport, puis ensuite, on allait remettre les documents aux personnes qui nous les avaient prêtés. Dans le fond, on les avait promis qu'ils ne les perdraient pas. Moi, quand il trouvait quelque chose, il m'appelait pour que j'aille photographier en direct là. Après ça, on la reprenait pour les archives, que ce soit nettoyé et tout, la pièce en question.
Ça pouvait être de la poterie, une pièce de monnaie, une cuillère ancienne. Fait que quand il trouvait ça, il venait excité aussi de le trouver. Alors, par souci de transparence et pour tenir la population de Gondine informée du déroulement du projet, on produisait chaque semaine ou 2 semaines, je me souviens plus exactement, un petit journal qu'on appelait le Vers hier. Alors, ça permettait aux gens de suivre, évidemment, le déroulement du projet, de s'informer sur les découvertes qu'on faisait d'une semaine à l'autre et sur aussi le contenu des différents documents d'archives là, qu'on recueillait chez des personnes. Ça fait que ça, ce petit journal-là, je pense que ça a créé comme une dynamique dans le village là, qui faisait en sorte que les gens suivaient le projet, s'y intéressaient, s'informaient. Il y en a qui venaient voir, autant des gens de Gondine, puis aussi, évidemment, comme il y avait déjà quelques touristes qui passaient par ici, puis qui, vis-à-vis le moulin, posaient des questions sur ce qui se tramait ici, là. Verrières, 28 août 1971. Les richesses culturelles et historiques ne manquent pas. Le moulin banal de 1674, le premier presbytère et le site de la première église, comme le presbytère actuel, constituent déjà des centres d'intérêt auxquels le ministère des Affaires culturelles s'intéresse. Il est de notre intention de conserver ces richesses ici et de les mettre en valeur. Le moulin qu'on voit derrière nous, bien, a été comme à vendre, comme on a su ça. Bon, ben, on a fait des représentations auprès de la municipalité pour qu'ils en fassent l'acquisition pour que le moulin reste dans le domaine public. Parce que des intérêts privés voulaient acquérir le moulin, bon, ce qui fait qu'on l'aurait perdu pour l'ensemble de la population. Les gens étaient comme déjà sensibilisés à conserver le patrimoine bâti, ce qui fait que la municipalité a acquiescé à notre demande et a fait l'acquisition du moulin. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent en être fiers. Il y a plusieurs années, j'ai rencontré quelqu'un, par hasard, en tout cas, un monsieur Gagnon, qui aimait beaucoup les moulins à vent. Il avait commencé à faire des démarches, à prendre des photos de quelques moulins, puis on se rencontre, et puis moi, je dis hey, « tu me parles des moulins? » Puis j'ai dit moi, je travaillais dans un moulin à vent, et quand j'ai commencé, c'était comme un bureau. Puis j'ai dit « j'aime le patrimoine bâti, les moulins à vent, c'est tellement beau puis poétique. » J'ai dit « c'est quoi ton projet? » Tout de suite, j'aimerais ça faire un livre, puis fait qu'on a fait un livre. J'ai pris 1 an pour tout côtoyer les autres moulins, rechercher les archives de tous les moulins. J'ai été voir partout, puis j'ai été prendre des photos, puis je me suis documentée. Et j'ai fait publier le livre, et ça a été un succès pour ce livre-là, parce qu'il n'y en avait pas encore de livre sur les moulins à vent. Il y en avait sur les moulins à eau, mais pas sur les moulins à vent. Il y avait des démarches qui avaient été faites, mais c'était des feuilles de papier dans les archives, donc c'était pas un livre. Et puis, ça a été le premier livre. Par la suite, il y en a sorti 2, si ce n'est pas 3 autres semblables, mais avec peut-être plus de documentation à jour. Mais ça fait déjà 20 ans au moins là, que le livre a été publié. C'est incroyable comment le temps passe vite. Mais ça a été un succès, et puis ça a été pour moi extraordinaire parce que c'était une passion de toutes les recherches. Puis tout ça, dans le fond, ça a pris naissance ici à Gondine, dans le moulin. Disons que moi, en 71, j'avais terminé là, mes études universitaires. Parce qu'après ça, j'ai enseigné. J'ai eu un contrat tout de suite en histoire et en français. Dans le cours d'histoire, on voyait évidemment le régime seigneurial. Et j'avais proposé qu'on vienne faire une vidéo ici du moulin, parce que je connaissais très bien le moulin. On s'en servait pour, je dirais, introduire le régime seigneurial. Parce que c'est rare, là, un patrimoine bâti qui est encore debout, là. Ça a une valeur inestimable pour... Puis les élèves ensuite posaient beaucoup de questions.
ça servait à quoi, le moulin, tout ça. Donc, c'était un bon moyen d'introduire la matière. Alors, le moulin en Nouvelle-France joue un rôle capital dans la survie de la société qui est en train de s'implanter. Surtout, évidemment, c'est le régime seigneurial qui prévaut. Et dans l'ensemble des seigneuries, le seigneur a l'obligation d'implanter un moulin pour le bénéfice, dans le fond, du développement de la communauté et principalement pour moudre la farine de blé. Le blé qui évidemment, le pain sur la table. Alors ici, à Grondines, la seigneurie a été concédée en 1637 et déjà en 1674, ce moulin à vent est construit pour le bénéfice de la communauté. Et évidemment, entre 1637 puis 1674, il y a une petite communauté qui s'est implantée autour du moulin puisqu'on l'a construit, ce moulin-là, c'est qu'il y avait un besoin. Et par la suite, ce moulin-là va survivre jusqu'à à peu près 1780 parce qu'il y a un autre moulin qui va s'implanter, un moulin seigneurial aussi, dans le faubourg de Grondines. Donc, il va y avoir 2 moulins à cette époque-là, un moulin à vent et un moulin à eau. Donc, le second moulin seigneurial qui, lui, technologiquement, était beaucoup mieux équipé, alors faisait une mouture de qualité. Et le moulin a été abandonné pendant probablement jusque vers 1870. Il y a une photo du photographe Pinsonneau de Trois-Rivières, une carte postale, en tout cas, qui est une des références anciennes pour voir l'état du moulin. On voit l'absence de portes, de fenêtres, il n'y a plus de palmes, la maçonnerie commence un petit peu à s'effondrer. Le moulin était sur le point là, de disparaître d'une certaine mesure. En 1912, le gouvernement fédéral en a fait l'acquisition. Les raisons, bon, d'abord, il y a une augmentation du trafic maritime. On a dragué le Saint-Laurent, on a augmenté la capacité de charge des navires sur le Saint-Laurent. Le fleuve devient une grande artère commerciale. On est aussi à l'approche de la Première Guerre mondiale, en 14-18, et c'est là qu'on décide d'implanter tout le long du Saint-Laurent. Il y a une autre station à Sainte-Anne, il y en a une à Batiscan. Alors, il y a différentes stations de signaux maritimes qui sont implantées justement pour assister la progression des navires parce qu'on sait que le fleuve, c'est un obstacle pour la navigation. On augmente en plus l'assistance en créant les stations de signaux maritimes avec des gardiens qui communiquent sans doute par télégraphie, de façon télégraphique au début. Par la suite, il y a le téléphone. Alors là, on indique, quand le bateau approche, on relève dans le fond le passage du bateau, on communique avec la station suivante. S'il y a un obstacle qui se présente, je ne sais pas, un bateau échoué ou il y a quelque chose qui arrive, bien, on indique avec, il y a un ensemble de signaux que le gardien de la station de signaux maritimes utilise pour donner de l'information au bateau. Alors c'est ça, c'est des aides à la navigation qui sont essentielles avec l'augmentation du trafic maritime sur le fleuve. Je suis Louis Gilbert, je suis archéologue pour la coopérative Artefactuelle, une coopérative qui travaille en archéologie au Québec. Et on m'a mandaté pour revenir un peu sur l'historique des fouilles qu'il y a eu au Moulin de Grondines en 1971. On a récupéré la collection pour jeter un regard nouveau sur cette collection-là, puis pour replacer un peu ce projet qui était assez particulier en archéologie au Québec en 1971 dans son contexte un peu plus global, puis peut-être voir un peu ce qui s'est passé sur ce site-là. Parce qu'à tous ceux à qui j'ai parlé des fouilles à Grondines, tous les archéologues qui travaillent aujourd'hui, à peu près personne ne sait ce qui s'est passé là. Pourtant, il y a une collection extraordinaire qui est sortie. On a trouvé du matériel qui témoigne d'une occupation autochtone dans les parages. On n'a pas beaucoup de matériel, mais on voit qu'il y a eu des personnes qui ont occupé les lieux avant l'arrivée des Européens. Puis on a aussi une grande collection du régime français. Grondines est une des plus vieilles paroisses de Portneuf qui a été fondée à peu près au milieu du 17e siècle. Et pendant tout le régime français, le noyau villageois sur le bord du fleuve a été occupé, puis on a des traces de ça. Puis, bon, une occupation jusqu'au déménagement du village en 1844, quand, année des inondations, l'Église a décidé de déménager, puis le village a suivi après. Mais jusqu'en 1844, on a du matériel, puis on remarque, on a même du matériel qui date d'après ça. On ne sait pas vraiment d'où ça vient, mais donc, de revenir sur cette collection-là pour la comprendre un peu plus. Parce qu'il faut comprendre qu'en 1971, l'archéologie ne se faisait pas comme aujourd'hui. On avait des méthodes un peu différentes. On apprenait à faire de l'archéologie au Québec. Il n'y avait pas de spécialité encore, il n'y avait pas de spécialistes.
Donc, on n'avait pas le même genre de prise de notes, de prise d'enregistrement comme on fait aujourd'hui. Donc, on a quand même beaucoup de questions sur les fouilles qui ont eu lieu en 1971. On ramène souvent le début de l'archéologie historique au Québec aux travaux qui ont eu lieu à Place-Royale dans les années 70, des travaux qui ont eu lieu après un incendie au moment où on avait le grand projet de restauration de Place-Royale. Mais les fouilles de Grondines sont avant les fouilles de Place-Royale et sans l'incendie, on peut penser que peut-être que la collection originale française aurait été celle de Grondines. Elle aurait peut-être, sans cet accident historique-là qui a eu lieu à Place-Royale, c'est peut-être la collection de Grondines qu'on aurait considérée comme étant la première grande collection de la Nouvelle-France en archéologie du Québec. C'était de l'archéologie amateur qui se faisait dans les années 60 et début des années 70, mais c'était des intéressés, des amateurs un peu dilettantes, passionnés d'archéologie, tout ça. C'était pas le grand public qui venait fouiller. Les gens à Grondines ont réussi à intéresser des gens du grand public, des jeunes notamment pour une job d'été qui allaient venir gratouiller le sol, trouver des choses, mettre en contact avec leur histoire puis avec leur patrimoine. Puis ça, c'est quelque chose qu'encore aujourd'hui, on cherche à faire en archéologie, c'est d'intéresser les communautés à la découverte puis à la protection de leurs sites patrimoniaux. Donc, on peut penser qu'en 1971, bien avant le temps, c'est un projet qui a été innovateur parce que justement, il a impliqué toute la communauté et ça l'a permis de trouver dans la documentation historique, on parle de documents historiques inédits, on parle d'une lettre de Vaudreuil qui a été trouvée pendant ce temps-là. Les fouilles ont livré du matériel qui est aussi inédit, qui est exceptionnel, puis ça a amené plein de connaissances aussi, puis certainement un sentiment de communauté à Grondines pour la période. Le musée a été bâti. Ça a été une belle et grande étape de valorisation. En tout cas, je pense pour tout le monde. Mais moi, personnellement, j'ai pris ça comme une valorisation parce que je me disais, bon, tout le cheminement qu'on a fait, tout le monde, tout est rendu propre, nettoyé, tous les morceaux de poterie, comme je dis, bon, bien, ça a fini par faire un plat, puis c'était le bon plat. Fait que c'était le fun, c'était valorisant de voir qu'il y avait un résultat positif au bout de tout. Lorsqu'il y a eu l'exposition de tout ça, là, je pense que les gens encore, ils ont mesuré l'ampleur Et moi, j'ai toujours pensé que à cette période-là, là, il y a eu comme des espèces de retrouvailles là, des gens autour de ce projet-là qui était rassembleur, rassembler aussi les générations, revaloriser le patrimoine du passé et également les gens qui ont construit ce patrimoine-là. Fait que ça a été comme... On sentait là, que les gens, là, ils disaient « Ouais, c'est... OK. » Et donc, les documents qu'ils nous ont donnés avaient aussi cette ampleur-là pour eux autres. Ils ont dit hey, « c'est important, ils ont tout lu ça, ils ont tout codifié ça, ils ont tout... » Ça fait que ça a été une belle animation culturelle, je dirais, ce projet-là. Les gens qui faisaient des fouilles, il n'y avait rien de visible, hein, il y avait juste une butte de terre. Hein, ça. Tandis que le moulin, bien, il était là, après tout ce temps-là. Là. Puis le fait d'y travailler à l'intérieur, c'était, je dirais, c'était assez émouvant parce que on avait l'impression là, qu'on était avec les gens d'il y a 300 ans. Là, hein, les gens ont touché à ce moulin-là. Ils s'en sont servis, c'est difficile à décrire, mais un patrimoine bâti qui est encore debout après 300 ans, au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Là. De m'en venir ici, ça a été une émotion depuis que je suis levée ce matin. Parce que tout le long en venant, je pensais au moulin, pour tout ce qui s'est passé ici. Ouf, j'ai comme une petite émotion en même temps, mais c'est beau, c'est normal puis c'est correct. Mais il y a tellement de passion dans un bâtiment comme ça, puis en rentrant dans le moulin,
de monter les escaliers, là, à chaque marche, je me dis, mon Dieu, il y a une étape de fête. Une étape de vie de fête. Puis, j'en revois tout ça, puis j'en revois le monde qui était dedans, même s'il est vide. Là, il y avait plein de monde qui travaillait ici. Il y avait beaucoup d'amour du travail, je trouve. Puis, j'espère qu'il va vivre encore longtemps. Je pense que le moulin est là depuis 350 ans et puis je pense qu'il peut être là pour un autre 350.